L'homme qui comprend trop est condamné à la solitude. Napoléon le savait. Toi aussi, au fond. Le silence est notre prison commune, celle que nous construisons nous-mêmes, pierre après pierre, déception après déception. Nous l'habitons, comme Napoléon habitait son exil final, avec une dignité que personne ne remarque. Cette dignité silencieuse, c'est notre dernière possession quand tout le reste nous a été arraché. Tu t'es déjà demandé pourquoi les hommes qui voient trop clair finissent toujours seuls? Pourquoi ceux qui refusent le mensonge collectif sont systématiquement punis? C'est la loi tacite de notre monde. Comprendre est un crime qui ne se pardonne pas. La société pardonne tout, sauf la lucidité qui la met à nu. Napoléon n'a jamais crié. Il a conquis en silence. Et c'est ce silence qu'on lui a fait payer. Comme toi aujourd'hui, quand tu refuses de jouer le jeu des apparences, quand tu cherches autre chose que l'illusion du bonheur préfabriqué. Quand tu oses dire ce que tu vois vraiment, au lieu de ce qu'on attend que tu vois. La vérité que personne n'ose prononcer est simple. Plus tu vois clair dans ce monde, plus tu deviens insupportable aux yeux des autres. Ta lucidité dérange. Ta perception aiguë des choses révèle ce que tous préfèrent ignorer. Tu deviens le miroir qu'ils ne peuvent supporter de regarder. On te dira que c'est toi le problème, que ta vision est déformée, que tu es trop négatif, trop sensible, trop intense. Mais au fond, ce qu'on te reproche, c'est d'être trop lucide, de ne pas accepter les compromis qui permettent aux autres de dormir tranquille. Ce n'est pas ta force qu'on punit, c'est ta vision. Être conscient, c'est d'abord une condamnation avant d'être une libération. Les murs de ta cellule sont invisibles mais plus solides que la pierre. Tu y vis comme un étranger parmi les tiens, compris de personne, sauf peut-être par d'autres exilés de l'intérieur comme toi. L'empereur déchu sur son rocher de Sainte-Hélène n'était pas différent de toi, assis seul face à ton écran, cherchant dans ses mots une validation que le monde te refuse obstinément. Tu es comme lui coupable d'avoir vu l'absurde là où d'autres voient l'ordre, d'avoir refusé de fermer les yeux quand il aurait été si facile de le faire. Cette solitude, cette incompréhension constante, ce sentiment d'être toujours légèrement décalé par rapport aux autres, ce n'est pas un défaut de ta personnalité. C'est la conséquence inévitable de ton refus de te mentir à toi-même. Cette vidéo n'est pas un réconfort, c'est un miroir. Et si tu restes jusqu'au bout, c'est peut-être parce que tu as déjà accepté ta sentence. Être conscient, c'est être seul. Mais c'est aussi être libre d'une façon que les autres ne pourront jamais comprendre. Bonaparte, cet homme venu de nulle part, a gravi les échelons jusqu'à faire trembler l'Europe entière. Mais ce n'est pas sa gloire qui nous intéresse ici. C'est son isolement, sa solitude fondamentale. Cette solitude qui commence bien avant Sainte-Hélène, dès ses premiers succès. Car c'est le paradoxe de la grandeur. Plus tu t'élèves, plus tu te retrouves seul. Plus ton regard s'affine, moins tu trouves d'ego capable de le soutenir. La médiocrité unit. L'excellence isole. En 1796, quand il épouse Joséphine de Beauharnais, Napoléon croit encore à l'amour. Il lui écrit des lettres passionnées depuis les champs de bataille d'Italie. « Ne te baigne pas. Les eaux sont froides. Je souffre beaucoup. Ton souvenir me désespère parfois. » Pendant qu'il conquiert des territoires pour elle, elle prend des amants à Paris. La première trahison. Cette blessure intime précède toutes les autres. Elle lui enseigne ce que tout homme finit par comprendre. L'amour est une faiblesse que le monde exploitera toujours. Cette leçon, il la paiera de nombreuses fois. Observe sa trajectoire. Plus il s'élève, plus les trahisons se multiplient. Comme si le monde ne pouvait tolérer qu'un homme s'élève trop au-dessus de la médiocrité commune. Comme si une loi invisible dictait que toute grandeur doit être punie. Mais ce n'est pas la dernière. Autour de lui, les hommes qu'il a élevés commencent à comploter dès qu'il atteint les sommets. Ses proches, ses généraux, ses ministres, tous ceux qui lui doivent tout finissent par le trahir. Pourquoi ? Parce que sa grandeur révèle leur médiocrité, parce que sa lumière projette une ombre sur leur propre existence. Et cela, ils ne peuvent le supporter. Talleyrand, son ministre des Affaires étrangères, le trahit dès 1808. Fouché, son ministre de la police, complote dans son dos. Bernadotte, son maréchal qu'il avait fait prince de Suède, se retourne contre lui. Murat, son beau-frère, l'abandonne pour sauver son trône de Naples. Il ne suffisait pas de gagner, il fallait encore être seul pour mériter sa propre légende.
Ce n'est pas un hasard si ses plus fidèles compagnons furent des hommes simples, comme son valet Constant ou son secrétaire Las Cases. Les âmes complexes le trahissaient inévitablement, comme si la proximité avec la grandeur rendait la médiocrité insupportable à elle-même. En 1810, il divorce de Joséphine qui ne peut lui donner d'héritier. Un acte politique, dira l'histoire. Un acte de survie, dirait Camus. Car Napoléon comprend alors ce que tout homme lucide finit par accepter. L'attachement est une faiblesse dans un monde qui ne récompense que la force apparente. Son mariage avec Marie-Louise d'Autriche est un calcul froid. Une alliance sans passion. Une tentative de créer une dynastie pour perpétuer son œuvre. Comme si, ayant renoncé à être compris, il espérait au moins être continué. Mais même cet héritier tant désiré, ce roi de Rome né en 1811, lui sera arraché après sa chute. Renommé duc de Reichstadt, élevé à la cour d'Autriche, on lui apprendra à mépriser son propre père. L'ultime trahison, voir son fils transformé en étranger. À Sainte-Hélène, abandonné par presque tous, Napoléon dicte ses mémoires. Il revoit son parcours avec cette clarté que seuls possèdent ceux qui ont tout perdu. « J'ai trop aimé la guerre », confie-t-il. Cette phrase contient toute la tragédie masculine. Avoir excellé dans ce qu'on vous demande, pour être ensuite puni d'avoir été trop bon. Dans son exil, il est surveillé par l'ignoble Hudson Lowe, un geôlier mesquin qui prend plaisir à humilier le géant déchu. Napoléon refuse de se plaindre. Il garde sa dignité. Cette dignité silencieuse est peut-être sa plus grande victoire, car elle prouve que sa grandeur ne venait pas de son pouvoir, mais de quelque chose de plus profond que personne ne pouvait lui enlever. Tu reconnais ce sentiment, n'est-ce pas? Cette impression d'avoir suivi les règles pour découvrir trop tard que les règles étaient un piège, d'avoir cru à un idéal de grandeur pour te retrouver seul face à ta conscience, d'avoir donné le meilleur de toi-même pour recevoir en retour l'incompréhension et parfois le mépris. En 1815, après Waterloo, ses alliés d'hier l'abandonnent un à un. Même les Français, pour qui il a tout sacrifié, se détournent de lui. Le monde ne supporte pas longtemps ceux qui le transforment. Il préfère les célébrer une fois morts, quand leur force ne menace plus personne. On raconte que sur le Bellerophon, le navire anglais qui l'emmenait vers son exil final, les marins britanniques qui avaient passé des années à le combattre s'inclinaient respectueusement à son passage, comme si, dans la défaite, sa grandeur devenait enfin acceptable, comme si la chute de l'aigle permettait enfin aux moineaux de reconnaître sa majesté sans se sentir diminué. Sur son lit de mort, en mai 1821, Napoléon murmure « France, armée, tête d'armée, Joséphine ». Ces derniers mots révèlent la vérité essentielle. Même l'homme qui a conquis l'Europe meurt en pensant à une femme qui l'a trahi, à un pays qui l'a abandonné. La grandeur n'immunise pas contre la douleur, elle l'amplifie. Et c'est là que réside la leçon amère. Les hommes exceptionnels sont admirés de loin, mais rarement aimés de près. Le prix de la vision claire est la solitude. L'homme qui voit trop est condamné à n'être vraiment compris qu'après sa mort. Cette histoire n'est pas qu'un récit historique. C'est ton histoire aujourd'hui, quand tu refuses les mensonges confortables, quand tu cherches une vérité qui dérange. Comme Napoléon, tu payes le prix de ta lucidité. Si ce parallèle entre ta solitude et celle de l'empereur te frappe en plein cœur, laisse un j'aime à cette vidéo. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment cette douleur masculine que tu portes en silence est exactement la même que celle qui a façonné les plus grands hommes de l'histoire. Cette douleur que tu ressens n'a pas de nom dans notre société. Cette impression constante d'être de trop, d'être incompris, de ne jamais pouvoir montrer tes véritables pensées sans être immédiatement jugé. Cette sensation d'être perpétuellement en exil, même entouré des tiens. Comme Napoléon à Sainte-Hélène, tu vis sur une île intérieure, entouré d'un océan d'indifférence. Les autres sont là, physiquement présents, mais séparés de toi par un gouffre invisible. Tu parles, ils entendent, mais ne comprennent pas. Et peu à peu, tu apprends à te taire. Ce silence n'est pas un choix, c'est une adaptation nécessaire. Comme les animaux qui changent de couleur pour survivre dans un environnement hostile. Tu as appris à dissimuler ta véritable nature pour éviter d'être constamment blessé par l'incompréhension des autres. « J'étais fait pour autre chose », confiait Napoléon à son médecin dans ses derniers jours. Cette phrase simple contient tout le drame masculin moderne,
savoir qu'on porte en soi quelque chose d'essentiel que le monde refuse obstinément de voir. Sentir qu'on est né avec une mission que personne ne comprend ni ne valorise. Aujourd'hui, les hommes sensibles sont punis pour leur sensibilité. Les hommes forts sont punis pour leur force. Les hommes silencieux sont ignorés. Et ceux qui parlent sont réduits au silence. C'est la contradiction fondamentale de notre époque. Le paradoxe qui transforme l'identité masculine en labyrinthe sans issue. Cette contradiction, Napoléon l'a vécue avant toi. Admiré pour sa force, mais jamais compris dans sa complexité. Célébré pour ses conquêtes, mais jamais accepté dans son humanité profonde. Réduit à une caricature, le petit caporal ambitieux, quand sa réalité était infiniment plus riche et plus douloureuse. Tu l'as remarqué, n'est-ce pas? Cette injonction paradoxale. Sois vulnérable, mais pas faible. Sois fort, mais pas trop. Exprime-toi, mais pas sur ce qui compte vraiment. Un labyrinthe sans issue, où chaque pas dans une direction t'éloigne nécessairement d'un autre objectif tout aussi essentiel. Cette double contrainte crée une tension permanente, une impossibilité d'être pleinement soi-même. Car quelle que soit la facette de toi que tu montres, elle sera toujours inadéquate dans un contexte ou un autre. Trop ceci, pas assez cela. Jamais juste. Comme Napoléon qui devait être à la fois conquérant implacable et législateur éclairé, on te demande l'impossible. Être tout et son contraire, sans jamais te plaindre de l'absurdité de cette demande. Être solide comme un roc pour les autres, mais capable de te briser sur commande quand on daigne s'intéresser à tes émotions. Dans les relations, cette contradiction devient encore plus douloureuse. Si tu montres ta force, on te craint. Si tu montres ta vulnérabilité, on te méprise. L'espace entre les deux est si étroit qu'il en devient invisible. Un fil de funambule sur lequel tu es condamné à avancer sans filet. Les rares fois où tu as osé exprimer ta souffrance, qu'as-tu reçu en retour? Des conseils pratiques quand tu cherchais de l'empathie, des jugements quand tu espérais de la compréhension, des solutions quand tu avais juste besoin d'être écouté. Et peu à peu, tu as appris à garder tes blessures pour toi. Napoléon l'avait compris quand il écrivait « En amour, la seule victoire, c'est la fuite. Non pas par lâcheté, mais par lucidité. Parce qu'il avait saisi que certains combats sont perdus d'avance, non par manque de courage, mais parce que les règles sont truquées. Parce que le jeu lui-même est conçu pour que tu échoues, quoi que tu fasses. Cette douleur silencieuse que tu portes n'est pas une faiblesse, c'est la marque de ta lucidité. Tu souffres parce que tu vois. Comme ces hommes qui, à travers l'histoire, ont refusé le confort du mensonge collectif, qui ont préféré la vérité douloureuse à l'illusion confortable. Ta souffrance est le prix que tu paies pour ta lucidité, pour ton refus de fermer les yeux, pour ton incapacité à te mentir à toi-même quand tout le monde autour de toi semble si à l'aise avec le mensonge. Regarde autour de toi. Observe ces hommes qui prétendent être heureux en suivant aveuglément les codes qu'on leur impose. Leur sourire ne monte jamais jusqu'à leurs yeux. Leur rire sonne faux. Ils ont abandonné la quête de sens pour celle de l'approbation. Ils ont troqué leur âme contre un peu de confort social. Ce confort, tu pourrais l'avoir aussi. Ce serait plus simple, plus confortable. Renoncer à comprendre, accepter les contradictions sans les questionner. Jouer le jeu sans jamais mentionner qu'il s'agit d'un jeu. Feindre la joie quand tu ressens le vide. Prétendre l'épanouissement quand tu vis l'absurde, mais quelque chose en toi refuse. Comme Napoléon qui, même vaincu, continuait à se comporter en empereur. Non par arrogance, mais par fidélité à sa nature profonde, par ce refus viscéral de trahir l'essentiel pour sauver l'accessoire. Cette résistance intérieure est ta plus grande force et ta plus lourde croix. Elle te coûte l'appartenance facile au groupe. Elle te prive de cette camaraderie superficielle dont se contentent ceux qui n'ont jamais osé regarder l'absurde en face. Elle te condamne à une forme de solitude que peu d'hommes ont le courage d'affronter. Mais elle te donne autre chose, une intégrité que peu d'hommes possèdent aujourd'hui. Une cohérence intérieure qui, paradoxalement, te rend à la fois plus fort et plus vulnérable que ceux qui t'entourent. Une capacité à voir le monde tel qu'il est, sans le voile des illusions confortables. C'est le paradoxe que Napoléon a vécu, être admiré par des millions et véritablement compris par presque personne. Être célébré pour des qualités superficielles et ignoré dans son essence profonde. Avoir conquis le monde matériel tout en restant exilé dans le monde des âmes.
Cette expérience de l'exil intérieur, tu la connais. Cette sensation d'être étranger même parmi les tiens. D'être toujours légèrement décalé, comme si tu évoluais dans une dimension parallèle, visible mais intouchable, présent physiquement mais absent dans l'essentiel. Si cette description de ta réalité quotidienne te frappe par sa justesse, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Dans la prochaine partie, nous verrons comment transformer cette lucidité douloureuse en une force que personne ne pourra t'enlever. Comment habiter cette solitude avec la même dignité que Napoléon sur son rocher. La vérité la plus amère est aussi la plus libératrice. Tu ne seras jamais compris entièrement. Comme Napoléon sur son rocher, tu es condamné à une forme de solitude essentielle. Non pas physique, mais métaphysique. Cette solitude n'est pas un accident de parcours. C'est la conséquence directe de ta lucidité. Le prix à payer pour avoir refusé les illusions confortables qui bercent la majorité des hommes. Le monde ne pardonne pas à celui qui refuse de porter un masque. Cette vérité, Napoléon l'a découverte trop tard. Quand, vaincu à Waterloo, il a vu ses amis l'abandonner un à un. Quand la France, pour laquelle il avait tout sacrifié, l'a livré à ses ennemis sans hésiter. Tu vis la même trahison, à une échelle différente, chaque fois que ta sincérité est punie. Chaque fois que ton refus de jouer le jeu des apparences te coûte une relation, une opportunité, une place dans le groupe. La question n'est plus de savoir comment éviter cette solitude. Elle est inévitable pour l'homme qui voit clair. La question est comment l'habiter dignement. Napoléon, dans son exil, a choisi de dicter ses mémoires, de transformer sa défaite en récit, sa souffrance en témoignage. Il savait qu'il n'écrivait pas pour ses contemporains, mais pour la postérité, pour ceux qui, comme toi aujourd'hui, cherchent dans les vies des grands hommes un écho à leur propre lutte intérieure. C'est peut-être là que réside ta voix. Non pas chercher à être compris par tous, mais témoigner pour ceux qui, comme toi, refusent le confort du mensonge. Créer, à partir de ta lucidité douloureuse, quelque chose qui survivra à ton passage. La grandeur n'est pas mesurée par la gloire, mais par la quantité de solitude qu'elle exige. Cette vérité que Napoléon a vécue dans sa chair est aussi la tienne. Ta capacité à voir au-delà des apparences, à ressentir au-delà du convenu, est à la fois ton don et ta malédiction. Mais attention, la tentation du ressentiment est grande, de transformer ta lucidité en amertume, ta solitude en misanthropie. Ce serait trahir le potentiel de ta vision claire. Napoléon, même abandonné de tous, n'a jamais renoncé à sa dignité d'empereur. Pas par orgueil, mais par fidélité à lui-même. C'est peut-être la leçon la plus précieuse qu'il nous laisse. Rester fidèle à sa nature profonde, même quand le monde entier semble conspirer pour nous faire douter. Être vrai, c'est être seul, mais c'est le seul combat qui vaille la peine. Cette solitude n'est pas une punition, c'est le signe que tu as refusé de te trahir toi-même, que tu as préféré la vérité douloureuse au mensonge confortable. Regarde ceux qui t'entourent, observe leur agitation permanente, leur quête désespérée d'approbation, leur peur viscérale du silence et de la solitude. Ils fuient ce que tu as choisi d'affronter, la vérité nue de la condition humaine. Napoléon, sur son lit de mort, ne regrettait pas ses conquêtes ou sa gloire perdue. Il regrettait peut-être de ne pas avoir compris plus tôt que sa véritable bataille n'était pas contre les armées étrangères, mais contre cette tendance humaine à préférer l'illusion à la vérité. Aujourd'hui, ton combat est le même, non pas contre les autres, mais contre la tentation de renoncer à ta lucidité pour un peu de confort social, de troquer ta vision claire contre l'illusion d'appartenance. Ce combat est solitaire par définition, mais il n'est pas vain, car chaque homme qui refuse de fermer les yeux maintient ouverte la possibilité d'une humanité plus lucide, plus digne, plus vraie. Si le point d'être différent est familier, si tu as déjà ressenti cette étrange fierté douloureuse de voir ce que les autres refusent de voir, commente ton expérience ci-dessous. Ton témoignage pourrait être le phare qui guidera un autre homme perdu dans la même tempête intérieure. Si la vérité révélée par Napoléon a résonné en toi, ne reste pas silencieux. Laisse un j'aime à cette vidéo pour que d'autres, hommes comme toi, puissent la découvrir et se sentir moins seuls dans leur lucidité douloureuse. Abonne-toi maintenant pour explorer avec nous les vérités que l'histoire nous offre sur la condition masculine. Des vérités brutes, sans filtre, que personne d'autre n'ose prononcer. Active la cloche pour être averti dès la sortie de notre prochaine analyse sur ces hommes exceptionnels
qui ont payé le prix de leur grandeur. Commente ci-dessous. Quelle vérité as-tu comprise que les autres refusent de voir? Quelle solitude as-tu endurée pour rester fidèle à toi-même? Ton témoignage pourrait inspirer notre prochaine vidéo. Partage cette vidéo avec un homme qui traverse cette nuit obscure de l'âme, qui se sent incompris dans sa vision du monde. Ton geste pourrait être la main tendue dont il a désespérément besoin. Et surtout, reste avec nous dans ce voyage, vers une compréhension plus profonde de notre condition. Car la véritable force ne vient pas de l'ignorance confortable, mais de la lucidité assumée. Comme Napoléon l'a compris, être grand, c'est souvent être seul. Mais c'est aussi être vrai.